Bonsoir et bienvenue à vous. Le 22h s'installe ce soir dans la salle des conférences du Sénat. Une grande partie de ce journal sera consacrée au texte sur le mariage pour tous, examiné en ce moment même. Après une semaine de débats et de tensions, le vote de la loi ne devrait plus tarder. Nous serons en direct depuis l'hémicycle dans quelques instants. Mais d'abord, l'actualité ce soir, c'est une énième réplique dans l'affaire Cahuzac, accusé d'avoir su pour le compte en Suisse. Pierre Moscovici se défend et se justifie devant les présidents des commissions des finances de l'Assemblée et du Sénat venus à Bercy. À leur sortie, Philippe Marigny et Gilles Carrez se disent peu convaincus par certains arguments du ministre. Analyse ce soir de notre chroniqueur Jean-Louis Gombault et invité politique, c'est le rapporteur général du budget François Marc dans un instant. Le Premier ministre confronté à de fortes réserves des élus sur les mesures à prendre pour la moralisation de la vie politique. Des parlementaires de tous bords s'opposent à la publication de leur déclaration de patrimoine. Jean-Marc Ayrault évoque des divergences légitimes, mais il se dit confiant quant à l'obtention d'un consensus. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Il dément formellement pointé du doigt par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles pour avoir été au courant de l'existence du compte en Suisse de Jérôme Cahuzac depuis décembre dernier. Pierre Moscovici réfute une telle version et se défend face au président des commissions des finances du Parlement venu lui demander des explications. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Ils en ont le pouvoir, ils ne s'en sont pas privés. Philippe Marigny et Gilles Carrez, présidents UMP des commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée, sont venus mener une quasi-perquisition au sein du ministère de l'économie et des finances. Ils veulent tous les documents concernant l'affaire Cahuzac et notamment savoir si une mission secrète a été menée en Suisse dès décembre, comme l'hebdomadaire Valeurs Actuelles l'affirme. À la sortie, le démenti sur ce point est formel. Il est peu plausible, à mon avis, qu'il y ait eu une mission diligentée en Suisse. Ce genre de choses, je n'y crois pas. 1h45 d'échange avec le patron de l'administration fiscale qui n'ont pas levé tous leurs doutes et deux questions restent en suspens. Pourquoi Bercy n'a demandé qu'à la banque UBS si Jérôme Cahuzac détenait un compte chez eux? Et pourquoi la demande d'entraide à la Suisse n'a pas eu lieu avant le 24 janvier, plus d'un mois et demi après les révélations de Mediapart? Nous sommes fondés à penser que Jérôme Cahuzac a gagné du temps et que les autorités politiques dont il dépendait, Pierre Moscovici, mais peut-être plus haut encore, ne l'ont pas suffisamment incité à laisser partir le plus vite possible la demande d'information à la Suisse. Pierre Moscovici, qui avait déjà démenti toutes ces informations dans la journée au Sénat et sur les plateaux de télévision, s'est empressé, après leur départ, de réclamer la fin des critiques à son égard. Compte tenu de la gravité des accusations qui ont été portées contre moi et contre l'administration fiscale, dont je suis le responsable par Valeurs Actuelles, je vais porter plainte en diffamation contre cette publication. Cette polémique stupide, stérile, malveillante, doit immédiatement cesser. Un vœu qui a peu de chances d'être exaucé. Gilles Carrez et Philippe Marigny ont prévenu, ils continueront d'enquêter. Le ministre de l'économie n'a donc pas fini d'être chahuté par la droite, qui réclame toujours sa démission. Et dans l'actualité aujourd'hui, Jean-Marc Ayrault confronté aux réserves des élus sur les mesures à prendre pour la moralisation de la vie politique. Des parlementaires de tous bords s'opposent à la publication de leur déclaration de patrimoine, dénonçant un exercice d'exhibitionnisme. Après une journée de consultation avec les présidents des groupes et du Parlement, le Premier ministre évoque des divergences légitimes. Les détails avec Tam Tranui. En déclarant publiquement leur patrimoine, les élus vont-ils être jetés en pâture devant l'opinion? C'est ce qu'on craint dans l'opposition comme dans la majorité. Face à cette levée de bouclier, Jean-Marc Ayrault s'est contenté ce soir de s'en remettre aux parlementaires. Je suis convaincu que les parlementaires sauront trouver les bonnes réponses à la hauteur des enjeux. Et ma conviction, c'est qu'il y aura eu un avant et qu'il y aura un après. Toute la journée, les présidents des deux chambres et les chefs de file des parlementaires se sont succédés à Matignon.
Ce matin, après son entretien, Claude Bartolone a campé sur ses positions. La publication du patrimoine des élus ne résoudra rien. Est-ce que vous croyez réellement, pour prendre un exemple d'actualité, qu'en améliorant la transparence du patrimoine, ça aurait permis à M. Cahuzac de déclarer son compte à Singapour? Le président de l'Assemblée nationale, qui attend beaucoup plus de vérifications pour sanctionner les tricheurs, refuse de jeter l'opprobre sur l'ensemble des élus. Il est rejoint sur cette ligne par l'UMP Christian Jacob. Nous, on est prêts à discuter de différents moyens de contrôle s'il faut les renforcer. En revanche, sur la publication du patrimoine et la mise en pâture des parlementaires ou des élus par la publication de leur patrimoine, moi j'y suis clairement opposé. De même, les présidents des groupes socialistes, Bruno Le Roux et François Rebsamen, se sont opposés à une publication sauvage du patrimoine des élus. Seul le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, ne voit rien à redire à cette mesure. Je n'ai pas de réticence particulière sur le patrimoine. Bien sûr, toute décision doit s'accompagner de modalités d'application, mais sur le principe, je n'ai aucune réticence. Dès lundi, quel que soit le bilan des discussions et les modalités retenues par les parlementaires, tous les ministres auront rendu public leur patrimoine. Et à noter ce soir la déclaration de patrimoine de Jean-Luc Mélenchon, plutôt originale. Je le cite. « Je mesure 1m74, je pèse 79 kg, ma taille de chemise est 41-42, ma taille de pantalon est 42, tous mes cheveux sont naturels et ils ne sont pas teints, etc. etc. » Fermez les guillemets, voilà ce qu'a déclaré le leader du Front de gauche sur son blog, vous l'aurez compris. C'est une manière de se moquer de cette course à la transparence engagée ces derniers jours. Plus sérieusement, il se dit traqué et affirme ne pas avoir encore décidé de son éventuel retour à l'Assemblée nationale. Dans la dépêche du midi, Jérôme Cahuzac sort du silence et évoque son quotidien. Je cite, « Je déménage tous les 2 jours pour fuir la pression ». Nos invités à présent dans le 22h ce soir, invité politique tout d'abord, c'est le rapporteur général du budget au Sénat, le socialiste François Marc. Bonsoir et bienvenue. Interview dans un instant. Et notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors tout à l'heure, les présidents des commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée ont déboulé à Bercy pour demander des explications suite aux révélations de valeurs actuelles. Que cherche-t-il à savoir précisément, Jean-Louis? Alors, il cherche la réponse à une question. Monsieur Moscovici a-t-il fait le maximum pour connaître la vérité ou a-t-il fait le maximum pour couvrir son ministre du budget? Le fond de l'affaire part d'une question qui a été posée le 24 janvier. C'est une demande d'entraide de Bercy aux autorités suisses. Et c'est formulé à travers une question, la question suivante. Je précise bien qu'on ne la connaît pas exactement dans ces termes parce que le document n'a jamais été publié. Il est aux mains de la justice. M. Marini et M. Carrez l'ont également dans les mains, mais nous ne l'avons pas. Mais on nous dit que la question a été la suivante. Pouvez-vous nous dire si M. Cahuzac a détenu un compte dans la banque UBS entre 2006 et 2012? Alors, la réponse des Suisses a été non. La réponse est intervenue le 31 janvier. Mais une série de questions se posent derrière la question qui a été posée. Elle a été juste signalée à l'instant. Pourquoi se contente-t-on de dire UBS? Monsieur Moscovici répond à cela, c'est que les Suisses ne veulent pas qu'on pose des questions trop générales, c'est vrai. Ils nous accusent de ratisser large, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien, de façon à connaître la vérité. Poser des questions précises. Et en plus, il dit, mais dans Mediapart, il a été question que de UBS. Donc j'ai dit j'ai posé la question sur UBS. Le problème, c'est que dès le 13 décembre, je rappelle donc que la question a été posée le 24 janvier, dès le 13 décembre, dans la presse suisse, il était déjà question de la banque Ray. Mais enfin, bon, ça c'est un premier point. Ensuite, pourquoi unique 2006 de 2012? Alors à cela, M. Moscovici répond, et c'est également exact, oui, mais il y a une prescription fiscale avant 2006. Oui, mais est-ce qu'on était dans une recherche de fiscalité, de récupérer de l'argent qui aurait été dérobé au Trésor, ou dans une recherche politique? C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'a rien à faire politiquement, que ce soit 2006, la prescription, ou que ce soit avant. Et effectivement, si la question avait été posée, est-ce que M. Cahuzac a eu un compte en Suisse, soit chez UBS, soit chez Ray et compagnie, entre 2000 et 2010, la réponse aurait été oui. Et enfin, la dernière question qui est posée, c'est on nous parlait déjà de Singapour, pourquoi on nous dit pas, on n'a pas posé la question aussi à Singapour? Alors on peut répondre aussi à cela.
que si on avait posé la question à Singapour le 24 janvier, on n'aurait toujours pas la réponse. Donc de toute façon, vu la diligence que mettraient les autorités singapouriennes à transmettre une réponse. Jean-Louis, est-ce que les informations de Valeurs Actuelles sont contredites ce soir? Pierre Moscovici dit qu'il n'y a pas eu en tout cas d'éléments accablants à la sortie de Gilles Carrez et de Philippe Marini. Alors moi je n'ai évidemment pas, je crois comme personne ici sur ce plateau, d'informations sur cette affaire, mais elle m'apparaît un peu scabreuse, comme d'ailleurs vient de le dire à l'instant Monsieur Marini. Parce que supposons que Monsieur Moscovici ait la réponse à ces questions au mois de décembre, admettons. Mais le 8 janvier, le parquet ouvre une enquête préliminaire. Il sait que la vérité va éclater très rapidement. Et d'ailleurs, elle éclatera le 12 mars. Donc on ne comprendrait pas que, connaissant lui la réponse, il n'ait pas alerté le président de la République et le Premier ministre. Mais attention, là, il y a un vrai problème, ça va sortir. Et donc ça me paraissait comme une attitude suicidaire de sa part s'il avait connu la réponse au mois de décembre. Alors François Marc, les deux présidents UMP des commissions des finances du Parlement se disent animés par la recherche de la vérité et rien que la vérité. Est-ce que vous les croyez, les yeux dans les yeux? Je n'y crois rien. Parce que des contrôles auprès de Bercy et des ministères, les parlementaires et les présidents et rapporteurs généraux de la Commission des finances sont habilités à les faire à tout moment. Il y en a de très nombreux. Et ceci n'appelle pas l'accompagnement par des journalistes. J'en fais moi-même. Aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est une opération politique. On a bien compris qu'on veut faire de cette faute d'un ministre une faute politique du gouvernement. Et on essaie d'utiliser tous les moyens pour mettre en difficulté le gouvernement. Et dès lors, on est rendu dans le contrôle spectacle, ce qui est tout à fait déplorable pour notre République, parce que c'est pas ça la vocation d'un contrôle parlementaire, c'est pas d'aller faire du spectacle, alors même que la demande par courrier n'était même pas encore arrivée au ministère. Ces deux présidents de commission déboulaient en milieu d'après-midi avec une multitude de caméras à leur trousse. Donc tout ça, on voit bien, c'est de la communication politique. Et l'objectif, c'est bien de mettre en difficulté et Pierre Moscovici, qui est parfaitement clair dans cette affaire, et le gouvernement. Pourtant, Philippe Marini et Gilles Carrez estiment ne pas avoir obtenu, encore ce soir, toutes les réponses convaincantes à leurs questions, notamment, vous l'avez dit Jean-Louis, sur la formulation de la demande de Pierre Moscovici à la Banque suisse, une formulation, selon eux, trop restrictive qui n'a pas permis de dévoiler le poteau rose. Est-ce que là-dessus, vous avez également un doute sur cette question? Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à partir du moment où l'affaire débute au début du mois de décembre, ce qui est incroyable, c'est que ces deux présidents de commission des finances ne se soient pas manifestés depuis des semaines. Pourquoi, s'ils avaient un doute, à Pierre Moscovici. Mais s'ils avaient un doute, pourquoi sont-ils pas allés faire un contrôle sur pièce et sur place? Depuis le mois de décembre, ils ont eu maintes occasions d'y aller. Pourquoi attend-on aujourd'hui qu'il y ait du bruit autour de cette affaire pour se manifester en essayant de mettre en difficulté Pierre Moscovici? Et vous, François-Marc, votre conviction, est-ce que Jérôme Cahuzac était le seul au gouvernement à porter un si lourd secret? Mais tout le monde a bien compris que Jérôme Cahuzac avait commis une énorme faute. Et en l'occurrence, c'est la faute d'un homme. C'est de sa responsabilité. Et dès lors, nul ne pouvait connaître dans le détail, ni même dans la généralité, cette situation qui était la sienne. Donc je crois pouvoir dire, avec les éléments que j'ai pu recueillir, puisque les rapporteurs généraux ont aussi reçu tous les éléments justificatifs, et moi je me suis fait une conviction depuis le début, c'est que Jérôme Cahuzac était en faute, et qu'il était le seul à connaître sa propre situation. Alors vous dites que c'est la faute d'un homme et qu'il y a aujourd'hui des répercussions sur toute la classe politique. Il y a beaucoup de réserves qui s'expriment chez les élus de tous bords quant à la publication de leur déclaration de patrimoine, comme annoncé par François Hollande. Vous faites partie des frondeurs? Je crois que c'est un sujet qui va trouver une solution. Mais vous-même, oui. Oui, si la loi impose qu'on publie les patrimoines, bien entendu, je vais mais vous ne le faites pas de gaieté de cœur. Vous pensez que c'est de l'exhibitionnisme? La question n'est pas de savoir si c'est de gaieté de cœur ou pas, c'est d'appliquer la loi.
Et pour tout parlementaire, ce sera ça la question. Il faudra appliquer la loi. Donc moi j'attends que ce texte soit voté, qu'il soit débattu et si il faut publier son patrimoine, je pense que chaque parlementaire s'exécutera. Voilà, c'est ça la situation. Mais François Hollande, est-ce qu'il n'a pas surréagi ou agi dans la précipitation avec son projet de loi? Certaines mesures sont dénoncées. On vient de parler de la publication des déclarations de patrimoine et d'autres moquées par la justice comme ce super procureur financier. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, la tentation de certains, c'est de voir l'accessoire. Quel est l'essentiel? L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il y a des paradis fiscaux qui font qu'en Europe, il y a 1000 milliards d'euros de recettes fiscales qui ne viennent pas dans les caisses des États. Donc le vrai problème, c'est les paradis fiscaux. Et quand on évoquait tout à l'heure les présidents de commission UMP, eh bien depuis des années, à chaque fois que nous proposions ici de réduire les avantages divers, de diminuer les paradis fiscaux, de prendre un certain nombre de mesures en ce sens, ils n'ont jamais soutenu ces actions. Pourtant, c'est bien là aujourd'hui le fond du problème. Et je crois que le gouvernement veut agir d'une façon déterminée. C'est ce qu'a dit Pierre Moscovici aujourd'hui au Sénat. Il y a un certain nombre d'actions qui vont être engagées en partenariat avec nos partenaires européens. Et je crois pouvoir penser qu'on va aller beaucoup plus loin dans la régulation financière. Jean-Louis Goumbaud, sur ce point important, la lutte contre les paradis fiscaux, est-ce que les mesures du gouvernement sont crédibles, sérieuses? Je pense que l'affaire des paradis fiscaux est d'une complexité absolument considérable. Il y en a une soixantaine, il y en a même à l'intérieur de l'Europe. Et pensez-vous que le président Hollande, puisqu'il a dit qu'il les noterait, notera que Jersey est un paradis fiscal, que la City de Londres est également un paradis fiscal? Est-ce qu'il osera que l'Autriche en est un également? Est-ce qu'il osera nommer des membres de l'Union européenne comme paradis fiscaux? Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois qu'aujourd'hui le mouvement est enclenché et d'ailleurs ce sont les Américains eux-mêmes qui, prenant conscience du danger à l'échelle mondiale, tout ce dispositif et de cette fuite en avant, ont eux-mêmes mis en place un système qui va permettre de faire la transparence justement sur ces situations. Et au sein de l'Europe, il me semble aussi que chacun va prendre ses responsabilités et je suis persuadé que François Hollande va pointer du doigt tous les pays non coopératifs et je crois qu'on Il dira aussi, comme Nicolas Sarkozy, c'est la fin des paradis fiscaux, il faudra le croire à ce moment-là? Eh bien, Nicolas Sarkozy a beaucoup parlé. Il a dit, il y a 4 ans, les paradis fiscaux, c'est fini. Et chacun se rend bien compte aujourd'hui que cette situation, c'est pas du tout ce qui avait été annoncé. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a une prise de conscience généralisée, parce que la publication récente de tous ces patrimoines sur Offshore Leaks a permis justement de se rendre compte qu'il y a aujourd'hui une possibilité de le savoir, tout ça. Et dès lors, je crois que les différents États vont coopérer dans un sens positif. Je pense qu'on est au début d'un mouvement de mise en transparence qui va être très important et je m'en félicite pour ma part. Dans quelques mois, peut-être, avec ce gain dans la transparence, on pourra dire merci Monsieur Cahuzac, en fin de compte. On pourra surtout dire merci à ceux qui ont permis au plan mondial qu'à travers les outils aujourd'hui disponibles par les solutions numériques, on puisse révéler tous les patrimoines et ainsi contraindre les États à œuvrer utilement. Oui, parce qu'ils ne le font pas naturellement, hein, les États, on l'a remarqué. Alors pour terminer, François Marc, à chaque jour ou presque sa rumeur, à chaque jour ou presque la mise en cause de l'un des membres de ce gouvernement, est-ce que justement cette équipe, ce gouvernement tel qu'elle est actuellement, pourra travailler sereinement pour répondre aux vraies préoccupations des Français? Je crois que la préoccupation essentielle est bien celle de l'emploi, celle de la régulation économique, celle de l'industrie qui se trouve en difficulté, de nos entreprises. Oui. Mais le gouvernement a-t-il les nerfs pour mener ce combat aujourd'hui? Chaque jour, il est ballotté par une rumeur, une information. Et l'information qui est diffusée, effectivement, tente à regarder sur des sujets qui ne sont pas forcément les sujets fondamentaux. Mais je crois que le gouvernement est à l'action. Et il me semble qu'il va dans la bonne direction. Beaucoup de décisions ont été prises. François Hollande l'a dit dans sa conférence de presse. Et je crois pouvoir penser que d'ici le second semestre de cette année, nous devrions voir un certain nombre d'inflexions sur le plan économique. Et nous en reparlerons. Donc. Et nous en reparlerons, mais je suis pour ma part
plutôt optimiste quant aux résultats de ce changement d'orientation qui a été initié par le président Hollande. Merci beaucoup François-Marc d'avoir été notre invité. Merci Jean-Louis pour votre analyse. La suite du 22h et dans un instant, nous ouvrons notre page spéciale autour du texte sur le mariage pour tous examiné en ce moment même dans l'hémicycle. Après une semaine de débat, le Sénat s'approche du vote du projet de loi. On en parle et c'est juste après le tour de l'info qui est préparé ce soir par Mounir Soussi. Après avoir reconnu le plagiat de plusieurs passages figurant dans ses livres et menti sur son CV en affirmant être agrégé de philosophie, le grand rabbin de France s'est mis aujourd'hui en congé de sa charge. Il y a un temps pour tout, il faut tourner cette page. Il a pris une décision courageuse, il a pris acte, il a reconnu des choses. Il n'est pas question aujourd'hui pour le président du consistoire d'en rajouter. Son essai contre le mariage gay contenant des extraits plagiés avait été cité par Benoît XVI. Partisan du dialogue entre les religions, Gilles Bernheim avait impulsé des rapprochements avec les responsables musulmans et catholiques, lui valant des critiques au sein de sa communauté. 120 soldats français de retour de mission au Mali ont atterri aujourd'hui à Blagnac. Après avoir décompressé lors d'une halte de 4 jours à Chypre, ces militaires ouvrent le début d'un retrait de l'armée française du Mali. Objectif, passer au plus vite le témoin aux forces africaines. Une opération complexe. Pour le Pentagone, les troupes de la CEDEAO sont à l'heure actuelle incapables de prendre le relais. 4000 soldats français restent toujours mobilisés sur le terrain. Après 2 ans de lutte à Florange, l'arrêt du dernier dispositif de chauffe aujourd'hui signe l'arrêt de mort des hauts fourneaux. Le groupe ArcelorMittal débranche le site car il estime que ses capacités de production en Europe sont suffisantes. Le projet de recherche Ulcos, qui aurait pu redonner du souffle à la sidérurgie en Lorraine, va être abandonné par ArcelorMittal, qui doit annoncer le 22 avril le lancement d'un nouveau programme baptisé LIS. Le domicile de Ziad Takieddine perquisitionné aujourd'hui. Selon le journal Le Monde, la police a saisi des documents concernant le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. L'homme d'affaires franco-libanais mis en cause dans le dossier Karachi avait révélé au juge détenir des preuves d'un financement de la campagne de l'ancien président par le régime libyen, à l'époque dirigé par Kadhafi. L'application du bonus-malus énergétique encore une fois repoussée. Après une adoption mouvementée au Parlement, c'est le Conseil constitutionnel qui s'oppose à ce principe de majoration de la facture à partir d'un certain volume de consommation. Les sages estiment que cette loi n'est pas égalitaire car elle ne concerne pas les entreprises et s'applique aux ménages équipés de chauffage collectif, impossible à régler individuellement. Voilà, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct. Le 22h exceptionnellement s'est installé ce soir dans la salle des conférences du Sénat où est étudié en ce moment le texte sur le mariage pour tous. Alors l'affrontement des deux blocs se poursuit malgré l'adoption des articles ouvrant le mariage aux personnes du même sexe. La droite et la gauche du Sénat bataillent toujours. Retour sur les échanges et les incidents de la journée avec Marie Brémaud. La star dans l'hémicycle aujourd'hui, c'était ce livre violet. Rappelé, invoqué, brandi, le règlement du Sénat. Je brandis mon règlement du Sénat, 29 bis. Monsieur Retailleau, je vous donne bien volontiers la parole pour un rappel au règlement. Pour un rappel au règlement, Monsieur le Président Placé. Une séance bien agitée dans ce marathon législatif. La fatigue commence à se faire sentir, mais l'opposition est bien décidée à faire durer les choses. On ne parle pas d'obstruction, mais... Nous sommes là, nous travaillons, et ce que je souhaite, c'est qu'on évite les manœuvres de retardement. Malgré les rappels répétés au règlement et les tentatives d'apaisement du président de séance... Je veille à la sérénité de l'Assemblée. Nous allons reprendre sereinement les travaux. Les paroles du sénateur UMP Bruno Retailleau vont mettre le feu dans l'hémicycle. Madame Benbassa, écoutez, nous n'avons pas la même couleur politique. D'autres couleurs non plus d'ailleurs, mais au moins on peut s'écouter, on peut s'entendre. Au-delà de ces couleurs variées, moi il n'y a aucun problème. Des propos qui suscitent la colère des élus écolos. De dire nous ne sommes pas de la même couleur politique et d'ailleurs nous ne sommes pas de la même couleur. C'est in extenso vos propos, monsieur Retailleau. C'est scandaleux de pouvoir tenir des propos comme cela. Je demande tout simplement non pas vos explications, non pas votre diatribe que vous venez d'être faire pour vous justifier, je vous demande des excuses. Face à la tension et au débat qui s'éternise, les sénateurs socialistes se réunissent à la mi-journée. Ils décident de ne pas accélérer la procédure et de prendre leur mal en patience. Ça nous contraint à être là, mais après tout, si on est parlementaire, c'est pour être au Parlement, n'est-ce pas ?
Sans ça, il faut faire autre chose. De leur côté, les parlementaires UMP, eux aussi, se concertent pour choisir l'attitude à adopter. Selon toute vraisemblance, les sénateurs termineront ce soir l'examen des articles pour un vote final demain dans la matinée. Voilà, et on rejoint tout de suite Delphine Gérard dans l'hémicycle. Bonsoir Delphine, est-ce qu'on s'approche du vote du projet de loi ? Bonsoir Sonia, eh bien ce qu'on peut dire ce soir c'est qu'on est enfin passé sous la barre des 100 amendements. Il reste encore environ 80 amendements à examiner, donc le projet de loi, eh bien l'examen de ce projet de loi est loin d'être terminé. Alors ce soir, eh bien la gauche sénatoriale préférerait siéger assez tard, quitte à voter le texte à 3h ou 4h du matin. A priori, on s'achemine plutôt vers une autre solution, celle souhaitée par l'UMP qui est d'accord pour aller ce soir jusqu'à 1h et entamer demain matin les explications de vote pour un vote final sur l'ensemble du projet de loi qui interviendrait aux alentours de midi. En tous les cas, le rythme s'accélère et surtout le message de la gauche aujourd'hui c'était on ne veut pas brider les débats. Il est hors de question eh bien, que la droite ait l'impression sorte frustrée de ce projet de loi car ce matin eh bien, certaines rumeurs évoquaient le possible recours par le gouvernement de l'article 49.3 qui permet un vote bloqué et qui stoppe définitivement les débats. C'était difficile dans un contexte actuellement politique très sensible d'avoir recours à cet article. Alors la solution est donc de continuer les débats ce soir pour un vote donc plutôt demain matin. Sonia, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Merci beaucoup Delphine, on vous retrouve bien sûr tout à l'heure après ce journal et on accueille sur ce sujet la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Une semaine de débats, d'échanges, parfois on l'a vu d'incidents, mais dans l'ensemble, comment jugez-vous l'ambiance de l'examen de ce texte au Sénat ? Écoutez, l'ambiance a été celle d'un débat parlementaire où chacun a pu exprimer fortement ses convictions. Je ne suis pas sûre qu'il ait réussi à convaincre des gens du camp adverse. Chacun a campé sur ses positions. Quelquefois, moi, j'aurais aimé peut-être un débat, un véritable débat, c'est-à-dire un échange sur le fond. La faute à qui ? Partagé ? Peut-être partagé, mais je crois que quelquefois il n'y a pas eu la prise de la mesure de l'importance que revêt la reconnaissance de la diversité des familles. C'est pas simplement une loi pour l'ouverture du mariage et de l'adoption en couple de même sexe. C'est d'une façon plus générale regarder la diversité des familles françaises aujourd'hui dans sa grande complexité, multitude, et c'est ça qui est important. Malgré tout, est-ce que l'opposition a développé des arguments de fond qui ont pu non pas vous convaincre, ni vous faire changer d'avis, mais disons vous interpeller par leur bon sens contre votre projet de loi? Écoutez, j'aimerais bien vous répondre sur les oui. enfants, l'intérêt des enfants. Mais l'intérêt des enfants, c'est d'abord de reconnaître et d'assurer une sécurité juridique à des enfants qui vivent aujourd'hui dans des familles homoparentales. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette loi ne va pas créer des situations nouvelles. Ces situations existent déjà. Donc au contraire, c'est véritablement une aspiration à plus de sécurité juridique, à plus de protection. Et l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est qu'il puisse s'épanouir dans un milieu où effectivement il trouve une éducation, de l'affection, de l'amour. Alors les opposants au texte ne baissent pas les bras, au contraire, une manifestation est prévue le 26 mai prochain. Qu'en pensez-vous ? C'est leur droit ou c'est la manif de trop selon vous ? On verra bien si c'est la manif de trop, mais de toute façon on est dans une démocratie, que chacun s'exprime, y compris lors de manifestations. Voilà, c'est le jeu démocratique. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas rentrer dans des formes de radicalité. Justement, est-ce que vous craignez une coagulation des conflits ? Parce qu'on a vu dans la dernière manifestation qu'il y avait des slogans « Hollande, démission ». C'était pas forcément contre le projet de loi. Je pense que ça ne sert pas la cause qui a pu s'exprimer au départ dans ces manifestations. Et je tiens à dire que quand même, il y a eu des mots qui sont, je pense, quand même des mots blessants pour les homosexuels qui ne demandent qu'à être des citoyens à part entière. Ils ne demandent que véritablement à pouvoir vivre librement leur vie. Et quelquefois, on a entendu des mots qui, je pense, ont pu être Vous voulez dire blessants. des mots à l'intérieur de l'hémicycle ? Même à l'intérieur de l'hémicycle. Quel genre de mots ? Je ne sais pas. Lorsque on parle, s'ils vous ont frappé, vous avez dû les retenir. Lorsqu'on parle d'enfants-objets, du droit à l'enfant qui serait réservé aux homosexuels. Je ne sais pas ce que c'est que le droit à l'enfant. Oui. Donc je pense que
d'une certaine façon, le paradoxe et en même temps le plus de cette loi, c'est que du coup, au travers de ce débat sur l'ouverture aux couples de même sexe, c'est l'ensemble de la société qui a été interpellée sur est-ce qu'un enfant a droit à la connaissance de ses origines, est-ce qu'il faut développer un statut les débats sur toutes ces du beau-parent. questions ont pu se tenir et se poursuivre. Qu'avez-vous pensé, Dominique Bertinotti, de cette publicité, de cet encart publicitaire hier dans le quotidien Le Monde en faveur de la manif pour tous, appelant à un sursaut démocratique contre votre texte dans ce journal connu pour ses valeurs de gauche? Oui, j'avoue ma grande surprise. Je ne suis pas sûre que tous les journalistes du monde aient été forcément ravis de découvrir aussi cette page de publicité dans Le Monde. Je crois que c'est pas une très bonne chose. C'est un quotidien qui a toujours eu pour vocation à être quand même à défendre des causes qui sont des causes très larges. Je ne suis pas sûre que c'était une très bonne initiative. D'épouser toutes vos causes. Bien sûr, ça n'a rien à voir, mais Le Monde nous avait habitués à autre chose. Et puis j'ai envie de dire, pour avoir suivi la presse d'assez près, voilà, Le Figaro a été un très très bon relais de ceux qui sont contre le projet. Je pense qu'ils n'ont pas manqué de scènes médiatiques. Pour terminer, Dominique Bertinotti, on arrive à la fin de l'examen du texte. C'est la dernière ligne droite au Sénat. Est-ce que vous dites, malgré tout, il était temps débattre des réformes sociétales, c'est bien, mais quand le chômage progresse, la croissance ne pointe pas le bout de son nez, est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Moi, je n'ai jamais opposé ce qui est réforme sociétale de réforme sociale. C'est deux choses différentes dans votre question. Je pense qu'il fallait absolument faire cette réforme sociétale, mais maintenant, c'est vrai que le temps du débat a eu lieu et je pense que le temps de conclure est venu. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On va également conclure ce journal qui est présenté exceptionnellement ce soir depuis la salle des conférences du Sénat. Lundi, je vous retrouve avec plaisir dans notre décor habituel et je vais vous laisser en compagnie de Perrine Tarnaud-Perrine pour les débats en séance qui se poursuivent, bien sûr. Bonsoir Sonia, effectivement vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans la dernière ligne droite de ce projet de loi, de l'examen de ce texte ici au Sénat, puisque les sénateurs devraient terminer l'examen des amendements et des articles additionnels ce soir. Et puis demain matin, nous aurons en séance les explications de vote et sans doute le vote final sur l'ensemble du projet de loi. Alors la séance a repris ici depuis déjà une petite heure. On rejoint tout de suite l'hémicycle et puis on reviendra ici comme d'habitude avec des invités et Delphine Girard qui se trouve dans la tribune de presse. Delphine. Bonsoir Perrine, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver en direct sur Public Sénat. Alors effectivement, la séance se poursuit ce soir et on va très vite écouter Esther Benbassa et Cécile Cukierman, les sénatrices à la fois écologistes et communistes qui présentent en ce moment même leurs amendements pour ouvrir la PMA aux couples de femmes. On les écoute. Cette possibilité doit être ouverte si les enfants ont été conçus à l'étranger, même si l'on espère et revendique que la PMA soit rapidement ouverte aux couples de femmes en France, puisqu'il y a plus de 8000 femmes qui ont recours à la PMA à l'étranger. Merci. Avis de la Commission. La Commission a donné des avis défavorables pour des raisons différentes. D'abord, aux amendements de M. Darniche et Retailleau, parce qu'en fait, ils sont déjà satisfaits. La PMA, ce qu'ils affirment est déjà dans la loi, pas dans celle-là, dans la loi sur la PMA. Et avis défavorable également aux amendements de Mme Benbassa et Mme Cukierman, même si la Commission a eu un débat là-dessus, si elle comprend bien l'intérêt des amendements présentés par Mme Benbassa et Cukierman pour lancer le débat. C'est vrai que la PMA n'est pas dans le périmètre de ce texte, après un certain nombre de discussions qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale notamment. Votre commission des lois a décidé de garder le périmètre du texte tel que le présentait le projet de loi et donc a reposé ces amendements pour l'instant pour des questions de pure forme par rapport au projet de loi tel qu'il se présente. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Une attention particulière pour la combativité de ces sénatrices, donc Benbassa et Cukierman. Avis défavorable néanmoins, mais vous savez parfaitement que nous sommes hors périmètre du texte. Merci. Monsieur Godefroy. Oui, Monsieur le Président, ce sera très rapide parce qu'effectivement, je souscris aux propos de Monsieur le rapporteur et de Madame la ministre, c'est hors périmètre. Simplement, mes chers collègues, je voudrais vous rappeler que lors de la révision des lois bioéthiques en première lecture, j'avais eu l'honneur de défendre un amendement du groupe socialiste
qui avait été adopté. Je vais rappeler quel était cet amendement. Cet amendement visait à permettre l'assistance médicale à la procréation, je dis toujours AMP, moi, je préfère, pour des raisons qui soient médicales ou sociales, ou sociétales, on avait dit. Et à l'époque, en première lecture des lois de bioéthique, ceux qui étaient là doivent s'en rappeler, j'avais reçu le soutien actif du rapporteur de l'époque, M. Alain Milon, et cet amendement a été voté par notre Assemblée. Cet amendement a été... Je ne vais pas ouvrir le débat, il a été voté par notre Assemblée. Ensuite, en deuxième lecture, apparemment, il y a eu quelques instructions qui ont été données. Ceux qui étaient là s'en souviennent, je suppose. Il n'empêche que notre Assemblée en a débattu et dans les lois bioéthiques avait voté en première lecture, à une très large majorité. Je rappelle simplement que ceux qui voudraient envoyer le débat aux lois bioéthiques, à l'époque, on nous avait dit les lois bioéthiques, maintenant on sait tout, on n'en rediscute plus. Il avait fallu un long combat pour qu'on en rediscute, mais la discussion est reportée à dans 7 ans. Et donc je pense qu'il ne faudra pas attendre 7 ans pour rediscuter de l'AMP. C'est ce que je voulais simplement rappeler. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole quelques instants. Monsieur Alain Richard. Monsieur le Président, je respecte tout à fait l'aspiration de certains de nos collègues à ouvrir ce débat. Mais la façon dont il a été ouvert me surprend. Quand Mme Benbassa dit qu'il ne s'agit pas d'une question éthique, je ne comprends pas son argument. C'est une question éthique par excellence. Très bien, je vais mettre aux voix l'amendement de M. Darniche, l'amendement 233 rectifié. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Merci. Ceux qui sont contre? Abstention. L'amendement n'est pas adopté. L'amendement numéro 100 de Mme Benbassa. Ceux qui sont pour? Je vais le retirer, demandez-moi. Oui, eh bien... Bon, je vais retirer l'amendement 100. Oui, mais je compte sur la réflexion sur la famille et les lois qui vont suivre pour qu'on prenne en considération cet aspect de la question qui est aussi très importante. Il est retiré, amendement 253. Il est retiré, amendement 258 rectifié de M. Retailleau. Ceux qui sont pour? Ceux qui sont contre? Abstention. L'amendement n'est pas adopté. L'amendement 99 de Mme Benbassa, même sort. Très bien, il est retiré, ainsi que l'amendement 252 de Mme Cukierman. Je passe à l'amendement 122 rectifié qui a été présenté par M. Retailleau. Quel est l'avis de la Commission? Défavorable. Du gouvernement? Même avis. Merci. Je vais donc le mettre aux voix. Ceux qui sont pour? Ceux qui sont contre? Abstention. L'amendement n'est pas adopté. J'en viens à 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Amendement 123 rectifié de M. Retailleau. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, il s'agit de modifier le code de la santé publique parce qu'on a bien vu dans l'ensemble de nos débats qu'il y a un risque des techniques médicales de procréation et le risque débouchera sur le problème de l'accès aux origines. Par cet amendement, solennellement, pour pointer cette faille, eh bien, nous souhaitons instituer le principe de la levée de l'anonymat du donneur de gamètes afin de prendre en compte l'intérêt des enfants qui seront souciés d'avoir accès à leurs origines. Amendement 165 identique, 165 rectifié de M. Bécaud. Oui, Monsieur le Président, cet amendement, je considère, il vient d'être défendu par Bruno Retailleau. Merci. Amendement identique également 167 rectifié de M. Leleux. Merci. Amendement 203 de M. Revet. Oui, Monsieur le Président, ça va être la même position en disant simplement que c'est un problème qu'il faudra résoudre parce que j'ai reçu des enfants issus de gamètes et qui m'ont dit on voudrait quand même, pour un certain nombre de raisons, avoir accès à un certain nombre d'éléments. L'amendement 257 tombe. Quel est l'avis de la Commission sur ces amendements identiques? L'amendement y est hostile, je rappelle à mes collègues d'ailleurs, c'est un vrai problème, oui. Que la Commission y est hostile, pardon.
Je rappelle à mes collègues que nous avons eu un débat ici assez long sur cette question lors de la révision des lois bioéthiques, si je me souviens bien. Un certain nombre d'entre nous étions favorables à la levée de l'anonymat. Finalement, ça n'a pas été adopté. Vous connaissez les objections qui valent ce qu'elles valent. Les objections, c'est que si on lève l'anonymat, il n'y aura plus de donneurs. Voilà. Alors, pour l'instant, la Commission y est défavorable. En plus, ce n'est pas le débat dans ce texte. Avis du gouvernement. Sujet majeur, complexe également, mais avis défavorable, ce n'est pas le débat de ce texte. Très bien, je soumets aux voix ces amendements. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Ceux qui sont contre, abstention. Ces amendements ne sont pas adoptés. J'en viens à l'amendement 114 rectifié de M. Retailleau. Oui, pardon, Monsieur le Président, c'est un amendement qui repose le principe de précaution pour les sujets dont nous débattons notamment. C'est un principe d'ailleurs qui est valable sur tous les sujets. Je vous rappelle qu'il a émergé pour la première fois en 1992. C'était le principe 15 de la déclaration de Rio. La loi Barnier, en 1995, l'avait repris à son compte, l'avait reformulé dans un texte législatif, et ensuite, l'ensemble de nos débats qui avaient conduit à la révision constitutionnelle et à la charte de l'environnement avaient, si j'ose dire, consacré ce principe d'un point de vue constitutionnel. Nous souhaitons rappeler, avec le groupe UMP, solennellement, que ce principe ne saurait si j'ose dire, faire l'objet d'usages différents suivant qu'il s'agisse d'un sujet ou d'un autre. Les sujets dont nous traitons sont des sujets extrêmement graves. Nous savons qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur les conséquences sur les enfants et donc nous souhaitons réaffirmer avec force que ce principe de précaution doit s'appliquer pour tous les sujets, y compris les plus graves, bien entendu. Qui avis de la Commission? Défavorable. Cet amendement est sans objet. Car lorsque le juge prononce l'adoption, il la prononce dans l'intérêt de l'enfant. C'est ce qui a été dit tout au long des auditions. Donc ça ne fait aucun doute. Donc défavorable. Amendement du gouvernement. Pardon. Avis de la. L'article 353, dans l'intérêt de l'enfant, nous n'arrêtons pas de le marteler. Avis défavorable. Je vais mettre aux voix. Monsieur Longuet, vous avez la parole. Brièvement, oui, naturellement, dans l'intérêt de l'enfant. Encore faut-il savoir qui est cet enfant, quel est son héritage génétique. Et la question que pose Bruno Retailleau est parfaitement pertinente et d'ailleurs est légitime les amendements précédents que vous avez repoussés sur le droit de l'enfant à connaître ses origines. Vous allez avoir des enfants qui n'auront pas la faculté que la science ouvre désormais d'accéder à la médecine génétique, c'est-à-dire celle qui se fonde sur la connaissance des antécédents génétiques de cet enfant. Alors, dans l'intérêt de l'enfant, le juge n'en a qu'une appréciation sociale. Il y a un volet médical, génétique, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est une observation de bon sens et je trouve surprenant que vous l'écartiez aussi facilement. Mais nous le retrouverons dans le débat sur la famille. Bien, je mets aux voix le 114 rectifié. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, abstention, l'amendement n'est pas adopté. Amendement 115 rectifié de M. Retailleau. Monsieur le Président, Madame les ministres, Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est une question qui est extrêmement délicate puisque si ce texte devient loi, l'adoption pour les couples de même sexe sera bien entendu dans la loi, sera autorisée. Et par cet amendement, ce que nous souhaitons faire, c'est permettre aux parents, par une disposition testamentaire, de faire en sorte qu'ils puissent indiquer leur adoption, en tout cas l'adoption, si jamais ils venaient à décéder, pour qu'ils puissent définir les conditions dans lesquelles ils souhaiteraient que leur enfant soit adopté. C'est extrêmement important. Ça peut être de rares cas ou des cas limites, mais je pense qu'on doit pouvoir le prévoir dans la loi à partir du moment où ces conditions d'adoption vont dès lors radicalement changer. Avis de la Commission. Avis défavorable. Lorsque les parents décèdent, la loi, c'est que c'est le conseil de famille, sous l'autorité du juge, qui décide si l'enfant peut être adopté ou pas et par qui. Donc, avis défavorable. Avis du gouvernement. C'est un sujet qui peut faire l'objet de la préparation du texte sur la famille, parce que c'est une disposition qui a été d'ailleurs abordée à l'Assemblée nationale. Donc elle n'est pas nulle et non avenue, mais elle n'est pas pertinente sur ce texte-là. Pour ces raisons, avis défavorable. Merci. Je vais le mettre aux voix. Ceux qui sont favorables lèvent la main. Ceux qui sont contre,
Abstention, il n'est pas adopté. J'en viens à 5 amendements identiques. Amendement 116 rectifié de M. Retailleau. Oui, Monsieur le Président, je vais les soutenir, mais très vite, parce que le 116 rectifié, le 117 rectifié, le 118 rectifié parlent de l'intérêt des enfants. Et je ne vois pas pourquoi ils ont été classés à ce moment-là, alors que nous en avons parlé beaucoup plus haut lorsque nous avons, si j'ose dire, attaqué l'article additionnel. Par conséquent, je considère que je les ai déjà défendus. Il s'agit de réaffirmer l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment d'avoir un père et une mère, et notamment avec à l'appui tous les textes internationaux que j'ai déjà cités maintes fois. Merci. Le 153 rectifié, Madame Bruguière. Merci. Le 160 rectifié, Monsieur Bécaud. La même chose, Monsieur le Président. Je vous remercie. Le 198, Monsieur Revet. Oui, même chose. Nous répétons, et nous sommes nombreux à répéter, qu'il faut tenir compte de la place de l'enfant. Alors ce sera peut-être dans le projet de loi sur la famille, mais c'est l'objet principal de nos débats. Et malheureusement, durant le débat, on n'en a pas beaucoup parlé. Merci. Le 223 tombe. Je vais mettre aux voix ces amendements identiques. Ceux qui sont pour, lèvent la... Pardon, monsieur le rapporteur, je vous laisse la parole bien volontiers. Avis de la Commission et ensuite je demanderai aussi l'avis du gouvernement. La Commission donne des avis défavorables car ces amendements font primer le biologique dans les lois sur l'adoption. C'est contraire à tous nos principes. Avis défavorable. Avis du gouvernement. Même avis pour les mêmes raisons. Je vais mettre ces amendements aux voix. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Ceux qui sont contre, abstention. Ces amendements ne sont pas adoptés. J'en viens à 5 amendements identiques. Le 117, déjà défendu par M. Retailleau. 154, Mme Bruguière, nous sommes d'accord. 161, M. Bécaud, même sort. 199, M. Revet, également. Et donc le 225 tombe. Je vais mettre aux voix ces amendements. Ceux qui sont pour. L'avis de la Commission. Pardonnez-moi, c'est la deuxième ou troisième fois que je me passe de l'avis de la Commission. L'avis de la Commission, s'il vous plaît. La Commission est défavorable. Pourquoi ? Parce que l'intérêt de l'enfant prime d'ores et déjà dans le droit positif et qu'il est inutile de mettre toute autre considération. Avis du gouvernement. Même défaut superfétatoire, donc même avis défavorable. Bien, je vais donc les mettre aux voix. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, abstention, merci. Ils ne sont pas adoptés. Je viens à 15 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le 127 de Mme Benbassa. L'argument a été maintes fois entendu. Seul le mariage serait gage de stabilité pour le couple et donc de sécurité affective et légale pour l'enfant. Quand on sait qu'à Paris, un mariage sur 2 se termine par un divorce, cet argument, bien sûr, ne tient pas. En 2010, plus de 205 000 PACS ont été conclus. D'autre part, à l'époque des débats sur le PACS, l'adoption en avait été exclue, car elle aurait été ouverte aux couples de personnes de même sexe. Ce droit étant voué à l'issue de nos débats à être ouvert à tous les couples mariés, cette interdiction pour les couples pacsés n'a plus lieu d'être. Pour toutes ces raisons, nous proposons d'ouvrir le droit à l'adoption aux couples pacsés. Si l'amendement 205 rectifié, 215 rectifié bis tombe, amendement 23 rectifié bis de M. Gélard. Madame les ministres, si vous voulez bien, cet amendement 23 bis rectifié, plus le 24, le 25, le 26 et le 27 rectifié, eh bien, ce sont des amendements que je vais être amené à retirer pour une raison très simple. Ceux qu'ils défendent, ce que l'on a appelé en commission le point de vue Adam et Ève, eh bien, c'est dépassé maintenant compte tenu de ce que nous avons adopté. Mais je regrette que nous n'ayons pas suivi, que vous n'ayez pas suivi ce que nous avions proposé à l'époque. Très bien, ces amendements sont retirés.
J'en viens à l'amendement 232 rectifié de M. Darniche. Monsieur le Président, mes chers collègues, cet amendement vise à limiter les cas d'adoption des couples mariés aux seuls couples hétérosexuels, car tout enfant a droit à un père et une mère, en particulier s'il a subi la perte de ses parents. Merci. Amendement 118 rectifié de M. Retailleau a été défendu. Le 155 rectifié, Mme Bruguière, a été défendu également. 162 rectifié, M. Bécaud, également. 200, M. Revet, également. Je vais donc demander l'avis de la commission, Monsieur le rapporteur. Alors, M. Gélard a dit la raison pour laquelle il retirait son amendement. Tous les autres sont semblables. C'est les amendements qui réservent l'adoption pour les couples hétérosexuels. Ça a été voté contre, donc on est contre. Madame Benbassa a un amendement un peu différent. Madame Benbassa, on a dit ici qu'on n'évoquerait pas la question du Pacs, même si M. Millon était d'accord avec vous, il serait peut-être logique d'ouvrir, enfin, je pense qu'il serait logique d'ouvrir la possibilité d'adoption aux couples pacsés. Ce n'est pas dans le périmètre de ce texte. Je vous demande donc de retirer votre amendement. Très bien. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Un avis défavorable. J'essaie juste de comprendre. Non, mais je pense que M. Darniche a fait une erreur. Non, parce qu'il nous a dit qu'un enfant... Très bien. L'avis du gouvernement ayant été donné, je vais mettre aux voix... Oui, pardon, Monsieur Raffarin, je vous en prie, vous avez la parole. Juste un mot, Monsieur le Président, Madame Garde des Sceaux, mais puisqu'on est dans une ambiance un peu détendue, on est quand même là sur un sujet extrêmement grave et je veux vraiment dire à tous ceux qui nous regardent que ce débat-là est le débat essentiel. Alors on ne revient pas sur le débat parce qu'on l'a tranché, mais il ne faudrait pas croire qu'en fin de parcours comme ça, on lâche prise, ce sont nos convictions de fond. Un enfant a droit à un papa et une maman, c'est le cœur même de cet amendement, c'est fondamental, mais nous en avons déjà beaucoup débattu. Très bien. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Voilà la sagesse de Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, qui reconnaît qu'effectivement, ils ont déjà beaucoup débattu sur ce texte. David Assouline, sénateur et porte-parole du Parti socialiste, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et effectivement, 8 jours de débat sur ce projet de loi, c'est déjà beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais c'était nécessaire, hein. Je suis partagé parce que je comprends bien que ceux qui combattent ce texte veulent faire durer. C'est pas seulement pour enrichir les débats. Il n'y a pas que les opposants au texte, il y a ceux aussi qui ont envie de se faire une opinion, de comprendre quelles peuvent être les conséquences de telle ou telle mesure, hein. Justement, c'est pour cela que je voulais que je faisais cette parenthèse. C'est que il y a des arguments qui ont été répétés de façon identique pendant des heures et des fois, justement pour ceux qui nous regardent. C'est une image qu'ils peuvent avoir du Parlement. Ils savent qu'il y a beaucoup de textes, notamment du gouvernement, de problèmes dans le pays, qu'il faut qu'on traite. Donc, il faut prendre le temps. Il y a eu des moments un peu durs, d'obstruction caractérisée. Oui, on peut dire que l'ambiance de ce soir n'est quand même pas représentative de tout ce qu'on a vécu ces derniers jours, où l'ambiance était plus... peut-être pas tendue, mais en tout cas, il y avait une vraie bataille d'opinion dans l'hémicycle. Donc, c'est normal que ceux qui s'opposent, pas tellement pour argumenter, comme vous l'avez dit, fassent durer. C'est une façon de montrer à leurs partisans à l'extérieur qu'ils sont opiniâtres, qu'ils se battent, etc. Ça, c'est de la posture. Sur les débats, je pense qu'on a été bien au fond des choses. Je trouve dommage, on l'a encore vu là, y compris par le rappel de M. Raffarin, qu'ils aient porté beaucoup d'heures de débat sur un débat qu'on aura lieu dans un autre texte. Tout ce qui touche à la PMA, à la GPA et en général à la famille, qui sont des sujets à traiter à part. Ils veulent faire le lien en disant qu'automatiquement ça engendrerait, je ne crois pas, on est sur le code civil, il n'y a rien d'automatique qui est engendré par cette loi, mais en tous les cas, globalement... et cette loi sur la famille est loin d'être inscrite à l'ordre du jour, elle n'est pas encore née cette loi sur la famille, même si elle a été promise par le gouvernement.
il y aura une loi sur la famille parce que, y compris dans le débat sur l'adoption, il y a beaucoup de choses aujourd'hui sans le mariage homosexuel qui sont insatisfaisantes. Donc c'est normal que, avec les nouveaux problèmes que pose la société dans son évolution, la composition des familles qui a beaucoup bougé, vous le savez, et bien qu'on revienne régulièrement au Parlement pour parler de cela. En tous les cas, globalement, voilà, on sent que c'est la fin. C'est dur quand on a été vraiment présent à toutes les sessions parce que comme ça sur notre s'accumule. antenne tous les soirs, et effectivement, c'est dur, mais bon, le débat en valait le coup, c'était intéressant aussi. Les opposants au texte ne désarment pas. La manif pour tous manifeste ce soir encore devant les grilles du Sénat. Il y a une autre date de manifestation qui a été annoncée à la fin du mois de mai. Donc la bataille autour de ce projet de loi est loin d'être finie. Il y aura une seconde lecture dans les deux chambres. Oui, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Je veux juste dire tout de même, parce que vous évoquez ce qui se passe à l'extérieur, que si parfois c'était feutré ici, je n'ai pas accepté, je l'ai d'ailleurs dit dans un rappel au règlement, qu'il y ait un peu double jeu. On ne peut pas à l'extérieur chauffer à blanc, parfois en disant des mensonges, ceux qui manifestent. On voit qu'il y a des dérapages, et quand il y a des dérapages, il faut tout de suite les condamner. Saccage d'un rassemblement associatif ce mais qui sont week-end. parfois l'œuvre et souvent même de mouvements radicaux à l'extrémité. Oui, mais il faut les dénoncer, donc il faut tout simplement les dénoncer. Ils ont été dénoncés sur les deux bancs de l'Assemblée et de l'hémicycle. Je n'ai pas entendu de dénonciation claire et nette de ceux qui ont fait ces actes. Il y a eu des généralités, je ne l'ai pas entendu. C'est pour ça que je l'ai demandé d'ailleurs. Et je le dis parce que, y compris la dernière manifestation, bien entendu qu'elle avait un caractère pacifique, mais le fait jusqu'à 4 jours avant d'avoir appelé à manifester sur les Champs-Élysées, à pousser, y compris des gens qui ne savaient pas, à vouloir y aller à tout prix, à penser que c'était une injustice de ne pas y aller, alors que ça fait des décennies. Vous estimez qu'il y avait de la provocation de la part des organisateurs de la manifestation ? Il y avait une irresponsabilité. Et puis après, il y a des provocateurs qui, sur la base de l'irresponsabilité, eh bien, ont libre cours. Et quand, dans la manifestation, on entendait en boucle sur des chaînes d'infos qu'on tire sur des enfants, on gaze des enfants, des expressions aussi fortes dans la bouche de M. Wauquiez ou de M. Guénaud, eh bien, je ne pense pas que ça poussait dans ce moment de tension à faire baisser la tension. Au contraire, ça a accroissé les risques. Donc, ce que je veux dire, c'est que le débat doit continuer, la navette va continuer. Si nous avions d'ailleurs voulu qu'il n'y ait pas de navette, ils l'ont fait dans le passé, quand ils étaient majoritaires au Sénat, ils auraient voté conforme. On n'a pas voté conforme, ça va repartir. Mais attention, vigilance, il ne faut pas que le droit de manifester se transforme en laisser aller à n'importe quoi. J'ai deux habitants de mon arrondissement, un couple homosexuel, qui s'embrassaient dans la rue le week-end dernier. Et qui ont Ils ont été tabassés très violemment. Et ça laisse libre cours à des choses. Et je l'ai dit aussi, moi, quand on me dit... Mais les tensions autour de ce texte, Facebook, David Assouline, ne sont pas finies. Il y aura la deuxième lecture, donc ça va durer jusqu'à cet été. Toujours est-il que quand le pays traverse autant de problèmes sociaux, est-ce qu'il est si utile de passer autant de temps sur des réformes sociétales ? Est-ce que l'urgence est là ? Non, mais c'est fort de café de nous faire ce reproche. C'est pas nous qui faisons durer. Et si ça dure, c'est parce qu'ils ont voulu un débat qui dure. L'opposition. Ben, bien sûr. Souvenez-vous. La gauche n'était pas très nombreuse toujours dans l'hémicycle aussi, ici au Sénat. Donc il y a eu une multiplication des scrutins publics. Là aussi, on a perdu du temps. C'est pas tellement ça qui a fait perdre du temps. Regardez bien, c'est quand on s'inscrit à 35, 40 pour intervenir sur article, après l'avoir fait sur le débat général, après le faire sur un certain nombre d'amendements. Au Sénat, on n'a pas besoin de déposer 1000 amendements pour faire durer. Parce qu'il n'y a pas de temps contraint. Chacun peut parler. Et donc, on peut jouer à ça. Mais ce que je veux dire par rapport à la question de l'urgence, il y a un texte qui est arrivé. Ils ont voulu faire 2 semaines à l'Assemblée. Ici, ils ont fait durer 10 jours. Ils ont tout de suite dit attention, ils veulent empêcher le débat, etc. Ils vont faire l'urgence. On n'a pas déclaré l'urgence pour pas qu'il y ait cet argument. On sait très bien comment on peut aller très vite, en brutalisant les débats. Et ils nous auraient dénoncé en disant ils brutalisent le débat, donc on laisse les choses se faire normalement, le rôle du Parlement, il y a des manifestations, tout cela est respecté, mais qu'on ne vienne pas nous reprocher à nous de ne pas nous occuper du reste. On ne fait que ça, et eux, pour l'instant,
usent beaucoup de leur énergie que là-dessus. Vous les avez vus sur la loi bancaire avoir autant de punch et sur le budget, etc. Et on verra la semaine prochaine, effectivement, avec le prochain texte. Merci de rien. David Assouline d'être venu en direct sur notre plateau ce soir. On va repartir dans l'hémicycle pour suivre la suite de ces débats autour de ce projet de loi avec la fin de l'examen des amendements et des derniers articles sur ce texte. Delphine, on vous retrouve en tribune de presse. Ça va assez vite ce soir, ça avance assez vite. Ah oui, Perrine, c'est le moins qu'on puisse dire.